célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire du statut de la Cour pénale internationale. C'est une cour internationale permanente à vocation universelle. Pourquoi donc parler de la Cour africaine, qui est une cour régionale, continentale? L'argumentaire, il explique bien et il cadre très bien cette question au point de qualifier le protocole de Malabo qui institue la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Donc on n'est pas encore en présence d'une cour, donc c'est un projet. Il la qualifie de recul par rapport au statut de Rome puisque cette cour institue carrément l'immunité des chefs d'État en exercice en cas de crime de masse. Et ça, c'est tout le quiproquo, tout le problème qu'on a commencé déjà à effleurer depuis ce matin entre un article 27 du statut de Rome qui met un point final à toute cette controverse et qui nous dit les chefs d'État, qu'ils soient chefs d'État en exercice ou pas, hauts fonctionnaires ou pas, ils sont justiciables devant la CPI pour crimes internationaux. On vient pour verrouiller le système avec un article 46 bis du protocole de Malabo pour dire exactement le contraire. Et donc, je dirais plus qu'un recul, cela constitue une remise en cause carrément des principes de base de la justice pénale internationale. La justice en Afrique, avait dit Monsieur le ministre ce matin, c'est un corps malade, un grand corps malade, je dirais même que c'est un corps en état de coma, en état comateux qui respire artificiellement. Avant de commencer le dilemme par rapport à cette question de l'impunité, j'aimerais juste faire un petit bref rappel historique de la genèse de cette future cour africaine. Encore une fois, on n'a pas de cour, on est dans un projet, on parle même d'un fantôme judiciaire, ça n'existe pas, mais je vais vous en parler donc un peu, et c'est un amalgame en fait. On a un protocole, on fait un deuxième, un troisième protocole, alors que la cour n'existe toujours pas. En fait, Madame la ministre, Madame la juge de la Cour, tout à l'heure, qui est en sa qualité aussi de ex-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous a mis dans le bain, nous disait que cette idée remonte aux années 80, lors de l'élaboration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On a, depuis les années 80, c'était la Guinée qui a parlé d'ajouter une chambre pénale pour cette Cour africaine à l'époque de justice. Par la suite, le président du Nigeria, en 2004, va actualiser le projet. Entre-temps, on a institué juste une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir M. professeur Blaise Chikaya comme juge de la Cour. On a vu M. Sylvain Auré, le président de la Cour. Ça, c'est une Cour qui fonctionne et qui existe. Dans l'acte constitutif et dans les autres textes pertinents de l'Union africaine, on a mis Cour africaine de justice. Donc, il y a une cour qui sera à créer, mais elle n'existe toujours pas. Et donc on calque un peu l'Union européenne, qui est le modèle le plus intéressant d'intégration sur tous les plans, puisqu'on a ici en Europe une cour de justice et une autre cour européenne des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En fait, en 2008, il y a eu une réunion, un sommet à Sharm el-Sheikh, et on va faire un protocole qui porte la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui va être fusionnée avec la Cour africaine de justice. Donc c'est toujours un projet. Comme je venais de le dire, nous avons une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais on n'a pas encore de Cour de justice. Peut-être pour des raisons financières, budgétaires, on a vu que c'était plus important, plus malléable de les fusionner. Ça, c'est Sharm el-Sheikh 2004. Non, excusez-moi, c'était Sharm el-Sheikh 2008. Par la suite, un autre protocole d'amendement du statut de la Cour de justice et des droits de l'homme, 2014, et c'est à Malabo. Qu'est-ce que vient faire ce protocole portant amendement du protocole portant statut de la Cour de justice et des droits de l'homme? Tout simplement, il vient verrouiller le système de la Cour pénale internationale en nous disant, voilà, pour les présidents, pour les chefs d'État de gouvernement en exercice, ils seront immunisés, même dans les cas de crimes de masse, à la grande surprise des juristes et des pénalistes. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Tout simplement parce qu'il y avait des événements entre-temps qui accélèrent ce processus, notamment l'accusation d'Omar al-Béchir, le président soudanais en exercice, mais aussi de Kenyatta, notre président en exercice. Donc les pays africains, vous savez, il y a toujours une locomotive, le Kenya,
Et donc lui, autour de lui, il y avait la Gambie, le Burundi, le Rwanda, l'Éthiopie, c'était un peu les 5 pays qui étaient presque un lobby au sein de l'Union africaine pour dire, voilà, quand même, nous sommes des chefs d'État en exercice, il faudra nous immuniser. Et donc voilà, peut-être, j'ai entendu ce matin, ça a été fait dans la précipitation, je dirais que c'était par rapport à un contexte géopolitique bien déterminé. Bon, sur le plan juridique, cela pose des questions. Donc, quel genre de coopération entre cette nouvelle cour, cette future cour et la CPI? S'agit-il de l'émergence d'un véritable système pénal régional africain, on appelle un système communautaire africain? Quelle relation donc entre ces deux articles qui sont complètement antinomes, contradictoires, l'article 46 bis et du protocole de Malabo et l'article 27 du statut de la CPI? Pour répondre à tous ces questionnements, je vais axer ma présentation sur 2 grands axes. Je commencerai par les points positifs et par la suite les points négatifs dans ce protocole de Malabo. Pour les points positifs, donc, ce que j'avais dégagé comme avancée, c'est les compétences matérielles de la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme, et cela a été dit ce matin. En fait, ce protocole, il prévoit une série de crimes nouveaux, inédits en droit international pénal, en plus des 4 classiques que nous connaissons, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression, crimes de guerre. On ajoute à ces 4-là 10 autres nouvelles inculpations, à savoir les crimes relatifs au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ça, c'est une grande innovation du droit de l'Union africaine que vous ne trouvez nulle part ailleurs. On parle même d'ingérence démocratique, mais ça fera l'objet d'un autre colloque, ça. Deuxièmement, la piraterie. Ça, c'est aussi une spécificité africaine. 3. L'exploitation illégale des ressources naturelles. Ça aussi, c'est des spécificités africaines. 4. Le terrorisme. 5. Le mercenariat. 6. La corruption. Et nous sommes en pleine année de lutte contre la corruption au niveau de l'Union africaine. Et Dieu sait que l'Afrique, elle est dans les premiers, malheureusement, rangs des pays les plus corrompus dans le monde. 7. Traite des êtres humains. On a entendu parler l'année dernière en Libye carrément de traite d'êtres humains. En Mauritanie, cela aussi se fait. Les trafics de stupéfiants, le trafic de déchets dangereux, blanchissement d'argent. J'ai entendu aussi que déjà avec les 4 crimes, c'est beaucoup. Donc tenir compte des spécificités africaines, des réalités africaines, oui. Des innovations, c'est pertinent, oui. Mais malheureusement, nous dirons aussi que ce sont des compétences extrêmement diverses, extrêmement étendues. Et donc cette future cour, non seulement elle va avoir la chambre concernant la justice, donc ça c'est d'aspect général, ensuite tout ce qui est droit de l'homme et des peuples, et en plus vous lui ajoutez des chambres criminelles pour 14 chefs d'inculpation. C'est beaucoup, c'est énorme. Une justice à l'Afrique, pour l'Afrique, par l'Afrique, un nouvel élan à la dynamique de la justice internationale pénale, certes, mais malheureusement, nous dirons que, comme je l'ai entendu ce matin, c'est beaucoup demandé à une future cour africaine de justice et des droits de l'homme. En tout cas, cela pourra être discuté, ne serait-ce que la définition de chacun de ces crimes. Aujourd'hui, les internationalistes n'ont pas une définition, une seule, du terrorisme, il y en a plusieurs. Donc comment faire pour le futur de cette cour africaine? J'en viens à ma deuxième partie, qui est à mon sens très dangereuse en fait. Pourquoi? Parce que toute la deuxième partie, elle va être axée sur cette question d'immunité des chefs d'État en exercice. Le ministre du Mali, l'honorable ministre Konaté, nous dit prise en otage de la justice, je dirais verrouillage plus que cela, une mise à mort de la justice pénale internationale. C'est une question extrêmement controversée, c'est un pas en arrière malheureusement, c'est un point négatif que cette clause d'immunité qui se trouve dans l'article 46A bis du protocole de Malabo de 2008. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet article 46A bis? Donc, je me permets juste de vous lire une partie de cet article. Il nous dit « Aucune procédure pénale n'est engagée ni poursuivie contre un chef d'État ou de gouvernement de l'Union africaine en fonction. » Il ajoute « ou tout autre haut responsable. » Et dans tout autre haut responsable, vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est une notion fourre-tout.
Donc, en raison de ses fonctions. Cela donc revient à dire presque un permis de tuer. Faites ce que vous voulez, vous êtes immunisé. Et donc là, cette disposition est plus que controversée. Malheureusement, si elle sera prise en considération, si le protocole entrera en vigueur, je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, sur les 55 États africains, à ma connaissance, seule la Guinée équatoriale avait ratifié. Donc il n'est pas encore entré en vigueur et j'espère qu'il ne l'entrera pas en vigueur parce que pour moi, c'est un grand problème pour la justice pénale internationale. Donc, je vous disais que cet article garantit clairement aux dirigeants africains en exercice l'immunité pour les crimes internationaux. Et cela, non seulement il va à l'encontre du fameux article 27 du statut de la CPI, qui porte défaut de pertinence de la qualité officielle devant la CPI, mais en plus, je vais vous montrer que l'Union africaine est en contradiction avec elle-même. Nous avons l'acte constitutif, l'article 4O, qui vous dit « Nous rejetons l'impunité des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives. » Voilà donc la chose est son contraire. L'article 4O, l'acte constitutif, c'est 2002. Donc on ne peut pas écrire un protocole de Malabo qui est contraire même au libellé, à la philosophie au sens même de lutte contre l'impunité que vous trouvez dans l'acte constitutif. Et l'acte constitutif, c'est un peu la Bible de l'Union africaine. Ce sont des principes sacro-saints de l'Union africaine. Donc voilà une disposition extrêmement contestée, extrêmement controversée et qui est contraire aux objectifs que s'est fixé l'Union africaine. Elle est contraire même aux principes coutumiers du droit pénal international qui lie les États africains eux-mêmes. Madame la professeure Muriel, ce matin, l'avait rappelé dans les discussions, elle nous disait ce principe a été affirmé en 2002 avec l'arrêt Yorodia, donc la République démocratique du Congo contre la Belgique, mais aussi à l'occasion de l'affaire Charles Taylor, le principe de l'absence de l'immunité devant une juridiction a été rappelé devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone 2 ans après, c'est-à-dire en 2004. Bien, donc on va passer par une autre idée, parce que moi je me suis dit, pourquoi pas faire une autre lecture de ces articles-là. Je me suis dit que si je vais prendre l'article stricto sensu, je vais me retrouver dans un déni de justice, c'est presque le blocage de la CPI. Mais si je vais dans le sens de la complémentarité que M. Aboulay vient de nous dire, je pourrais aller faire une interprétation large, extensive du principe de complémentarité, puisque le statut de Rome ne répond pas à ça. Vous avez le principe de complémentarité, de subsidiarité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si on est à l'échelle nationale, si l'État n'est pas capable, ne veut pas ou ne peut pas, on va à l'échelle internationale universelle. La CPI prend en charge. Mais entre-temps, le protocole de Malabo vous dit qu'il y a une échelle continentale régionale entre les deux. Le statut de Rome ne répond pas à ça. Donc moi je me dis, on peut quand même voir le principe de complémenter d'une façon plus large pour y inclure cette échelle régionale. Donc je ferai ça. Si au niveau national, l'État ne peut pas ou ne veut pas, on va au niveau régional, continental, cette future cour africaine entre en jeu. Si elle ne peut pas, ne veut pas, n'est pas capable, on va à l'échelle universelle. Et la CPI, dans ce cas, ne pourra pas être verrouillée et elle entrera en jeu. Donc c'est un peu ma lecture des choses et peut-être que ça pourra résoudre ce problème de blocage. En tout cas, j'arrive à mes propos conclusifs parce qu'on a beaucoup abordé cette question et on pourra encore une fois y rebondir. Le colloque, il dit défi et espoir. Et donc, dans mes propos conclusifs, je ferai défi et espoir et j'ajouterai quelques recommandations. Pour les défis, on est bien d'accord, mesdames et messieurs, que ce protocole de Malabo, avec sa clause sur l'immunité, qui n'est pas encore entrée en vigueur, ni même la Cour n'a vu le jour jusqu'à aujourd'hui, nous pensons donc que c'est un véritable pas en arrière, il est dangereux, il faudra revoir cette question, ou au moins, pour les juristes, par une acrobatie juridique, arriver à une interprétation extensive du principe de la complémentarité. Le matin, j'ai fait un peu le parallèle avec les États-Unis. Je veux refaire le parallèle avec les États-Unis et vous dire les propos choquants de M. John Bolton, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Trump, il y a 3 mois, jour pour jour, 10 septembre 2018.
dans le monde. Il dit carrément, c'est un message très clair, la Cour pénale internationale est inefficace, irresponsable et carrément dangereuse. Il dit encore, nous allons laisser la Cour pénale internationale mourir seule. Après tout, et pour ainsi dire, la CPI est déjà morte à nos yeux. Il dit encore plus, et il va carrément menacer les juges de la CPI, leur dirant, nous allons interdire à ces juges et à ces procureurs l'entrée aux États-Unis, nous allons prendre des sanctions contre leurs avoirs, nous allons engager des poursuites contre eux dans notre système judiciaire. Mais où va-t-on? Plus que cela, il dit, les États-Unis utiliseront tous les moyens, et quand ils disent tous les moyens, on comprend c'est quoi tous les moyens nécessaires, pour protéger nos citoyens et ceux de nos alliés. Et ils visent Israël, parce qu'il y a la Palestine qui est devenue membre, partie au statut de la CPI, ça gêne, et donc Israël pourra être inculpé. Il dit, nous allons protéger nos alliés, et il vise Israël contre les poursuites injustes de la part de ce tribunal illégitime. Ça dit tout, c'est sans commentaire. Pourquoi vous focalisez sur l'Afrique qui a essayé plus loin? On nous dit, voilà, nous serons prioritaires pour juger nos criminels. Mais regardez, qu'est-ce que dit les États-Unis? Vous connaissez plus que moi le monsieur Trump, là, avec toutes les décisions qu'il pourra faire dès aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien savoir, il pourra peut-être... Les juges de la Cour nous diront si cela est effectif, s'il sera interdit d'entrer au territoire américain. Je termine par les espoirs. Bon, je me dis donc que cette justice pénale internationale, ce rêve de Gustave Monnier, l'un des fondateurs du CICR il y a 100 ans, il a vu grand, il voulait une justice pénale internationale véritablement universelle. Alignons-nous dans cette envolée, dans ce rêve extraordinaire. Nous dirons dans ce cas que même avec le protocole de Malabo, on ne doit pas empêcher la CPI de poursuivre, de juger les hauts dirigeants africains en exercice, soupçonnés d'être impliqués dans des crimes de masse. D'ailleurs, c'est la seule solution qui reste aux victimes. Le protocole de Malabo ne prend pas en considération et pas en compte du tout les victimes. En tout cas, je lance un appel aux États africains pour rectifier le tir, pour revoir ce protocole de Malabo et le revoir sérieusement. Un chef d'État respectueux de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, n'a nullement peur du juge pénal international, n'a nullement besoin de verrouiller le système de la Cour pénale internationale, n'a nullement besoin d'immunité si lui, il a les mains propres, il n'a pas du tout commis de crimes internationaux. Je finis par des recommandations. Et ça sera très bref. La première recommandation, il faudra que les États membres de l'Union africaine appellent à un nouvel amendement de ce protocole d'amendement, ça sera compliqué, qui déjà parle d'un fantôme judiciaire, une cour qui n'existe pas. En deuxième lieu, je pense qu'il faudra ajouter la pression de la société civile. Vous le savez plus que moi, les associations de défense des droits de l'homme, les académiciens, les chercheurs, toutes ces personnes-là pourraient faire pression pour que l'on puisse arriver à quelque chose d'efficace et ça peut marcher. En troisième lieu, il faut que les États, nous les États africains, sur le plan national, il faudra qu'on intègre dans notre droit interne le principe de défaut de pertinence de la qualité officielle. Quand même, si vous commettez des crimes internationaux, ça c'est des crimes de jus cogens auxquels il n'y a pas d'exception. Ça c'est des choses déjà résolues en matière de droit international. Je vous donne juste l'exemple de mon pays, la Tunisie. Nous avons ratifié le statut de la CPI en 2011, mais malheureusement en 2014, on va prendre une constitution nouvelle et on n'introduit pas, on ne l'ajuste pas sur le statut de la CIJ, de la CPI, et le président actuel, il a immunité totale. Et ça, c'est pas du tout... il me reste une minute? Je peux conclure en une minute? Oui, donc juste les missions de l'organe que je représente, puisque je représente la Commission de l'Union africaine pour le droit international. Nous avons 2 études en cours, les questions d'immunité par le commissaire égyptien Mohamed Baraket, et l'étude que je fais moi-même sur les questions de coopération judiciaire et la Convention africaine de l'extradition.
Je suis en train de suivre le mouvement de la justice pénale internationale. J'ai introduit toutes ces questions de coopération avec la CPI parce que j'y crois vraiment. Et juste, il y a tout un mouvement de réforme institutionnelle de l'Union africaine. C'était en novembre, on a fait un sommet extraordinaire sur les réformes institutionnelles de l'Union africaine. Mais malheureusement, la question des réformes des organes, notamment de la Cour, a fait controverse et on n'a pas conclu. Et on a mis ça pour février 2019. Donc, suivant le mouvement et regardant attentivement ce qu'il en sera. Je vous remercie pour votre attention.